Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors effectivement, le thème Focard a commencé sous la forme d'un anathème. J'entends par là que dès lors qu'on prononçait son nom, dès les années 60, survenait l'idée sulfureuse qu'il y avait une mallette de billets qui passait, un sosie de billets avec un revolver depuis les barbouzes qui allait dans le décor, etc., etc. Au fond, qu'il incarnait la part d'ombre satisfaisante pour tout le monde de cette période des années 60 qui épousait la guerre froide. Alors, guerre froide particulière pour la France, puisqu'on a traditionnellement l'idée qu'elle se joue dans le nord, entre l'Est et l'Ouest, qu'on a toujours cette idée reçue du rideau de fer, qu'on a des camps très bien posés, des idéologies identifiables, et il a fallu assez paradoxalement du temps pour admettre que la décolonisation de l'Afrique était directement insérée dans les logiques de la guerre froide. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne signifie pas pour autant que les adhésions à tel ou tel camp signifiaient une adhésion idéologique complète. Et c'est là qu'intervient Jacques Foccart, puisque très rapidement, on va identifier à travers sa personne et à travers sa fonction, conseiller Afrique à l'Élysée, toute la politique, à tort ou à raison, de la Ve République en Afrique au lendemain de la décolonisation. D'où le titre, le Père Joseph de la République. Père Joseph, parce qu'on considère que depuis Richelieu et son fameux Père Joseph, aucun homme politique n'a eu autant le goût du renseignement dans le développement de son action. Père Joseph également, parce que, comme je le disais précédemment, il incarne la part d'ombre, le conseiller qui peut, à partir de là, servir de fusible, porter toutes les accusations du mauvais conseiller à côté du prince, le général de Gaulle. Père Joseph, enfin, parce que la réelle politique semblerait s'imposer face à la diplomatie conventionnelle. C'est donc d'abord l'idée reçue, l'image, le fantôme de Foccart qu'il nous a fallu nettoyer, dépoussiérer pour approcher un peu plus le personnage. Je suis chartiste et aux Archives nationales, c'est la raison pour laquelle j'ai été amené depuis 13 ans à travailler sur le sujet. Nous avons en fait un demi-kilomètre d'archives laissées par Jacques Foccart et son service, le secrétariat général des affaires africaines et malgaches, l'ancêtre de la cellule Afrique de l'Élysée, opérationnelle de 59 à 74 sous les présidences de Gaulle et Pompidou. Pour vous donner une idée de comparaison, le fond de la présidence en propre du général de Gaulle correspond à environ 250 mètres linéaires, le fond de la présidence de Georges Pompidou environ 150 mètres linéaires. C'est-à-dire qu'à lui seul, le fonds Foccart correspond à la somme des fonds de Gaulle et Pompidou. Première effraction de ces idées reçues de l'histoire, l'homme sans papier est celui qui en a laissé le plus à la mémoire nationale pour les années du gaullisme. Alors, il s'agit naturellement de ses papiers, de ceux de ses collaborateurs. Les méthodes évoluant aux Archives nationales en histoire contemporaine, nous avons monté une enquête pour essayer d'authentifier les disparitions ou les distractions, comme on dit pudiquement pour ne pas vexer nos interlocuteurs, les distractions d'archives publiques. Et c'est comme ça qu'en 2014, au terme d'une enquête d'une 13aine d'années, nous avons découvert auprès d'un particulier les archives que Foccart cache en mai 68. En mai 68, Foccart cache l'équivalent de 5 énormes liasses d'archives. Autrement dit, alors qu'il prépare la réplique des CDR face à ce qu'il pense être une insurrection révolutionnaire telle que la France les connaissait au XIXe siècle, il prend le temps d'aller voir un homme de confiance, dont je vais vous parler dans un instant, un homme de confiance auquel il remet les dossiers qu'il considère les plus chauds et les plus compromettants. Notez bien qu'il ne prend pas le risque de les détruire, mais de les cacher. Pour l'archiviste, c'est fondamental. On se doute que des documents ont été détruits. Certains collaborateurs de Foccart m'ont avoué avoir détruit leur passeport avec les noms d'emploi lorsqu'ils devaient voyager discrètement. Mais Foccart prend le soin de conserver. Pourquoi ? Parce que, arrivé à un certain niveau, il est le seul à avoir la vue générale de la politique française en Afrique entre sa stratégie et sa tactique, entre les idées et les hommes, entre les Français et les Africains, entre les promesses et les actions. À qui confie-t-il ces archives ? Il ne les confie pas au service secret. Il ne les confie pas
à la famille. Il ne les confie pas non plus à un collaborateur quotidien. Il les confie à son médecin. Pourquoi ? 3 raisons qui en disent long sur cette politique secrète qui va nous amener aux guerres secrètes. Premièrement, parce que ce médecin sort des rangs de la résistance. Il a appartenu au réseau Turma Vengeance, responsable dans les réseaux de la branche renseignement, et c'est un homme rodé à une culture générale de cette génération sortie de la résistance. J'insiste là-dessus, car en fait, pour comprendre Focard, il faut comprendre que c'est d'abord l'empreinte de la résistance, de la part de clandestinité et de l'engagement qui sert de principal brevet politique à ses yeux. Deuxièmement, parce que ce médecin n'est pas tout à fait étranger aux affaires de Focard. C'est lui qui a géré à partir de 1965 et surtout de son hospitalisation en 1966 la maladie létale de Léon Mba, et qui va donc organiser dans un hôpital parisien la transition en faveur du plan voulu par Maurice Delaunay, c'est-à-dire la succession en faveur d'un certain Albert Bernard Bongo, mieux connu sous le nom d'Omar Bongo. Il sécurise donc la fin de vie et la transition politique gabonaise dans un hôpital parisien. Seront organisées les élections, seront organisées la révision de la Constitution, le tout sous l'œil vigilant de ce médecin. Enfin, 3e raison, la biopolitique. Très longtemps oubliée, cette politique du corps dans la politique générale ou la politique secrète passe à travers un rôle clé pour Focard, la protection du corps physique, d'abord du général de Gaulle et par extension de tout ce qui touche le général de Gaulle, donc sa politique africaine. Pour vous rappeler rapidement, quand le général de Gaulle délivre des instructions secrètes sur ce qu'il doit advenir à la France si jamais il ne revenait pas en 1961 d'un attentat que pourrait perpétrer contre lui l'OS, ce n'est pas à Focard qu'il confie cette lettre, ce n'est pas au directeur de cabinet ou au secrétaire général de l'Élysée, c'est à nouveau à son médecin qu'il fait porter par un chargé de mission de l'Élysée ces consignes qui sont restées à jamais scellées et dont Focard a eu tardivement connaissance mais a refusé d'en délivrer le contenu, de sorte qu'aujourd'hui n'est conservé plus que l'enveloppe et non pas son contenu chez un particulier. Cette politique du corps, elle passe naturellement pour Focard par la protection littérale des gardes du corps, puisque les fameux gorilles de l'Élysée, les gorilles du général, seront soigneusement sélectionnés initialement par Malraux, mais surtout derrière, à partir de 1959, par Jacques Focard lui-même, puisqu'il est à l'Élysée, et c'est ça la clé de voûte de son travail, en charge de l'Afrique, de l'outre-mer, du renseignement et de la liaison avec les formations politiques gaullistes. Vous voyez donc que le mythe commence à s'évanouir un peu derrière quelques éléments d'appréhension que l'historien a à travers l'histoire des archives et comment connaître cette histoire, non pas par des témoignages, non pas par des réhabilitations de personnes partisanes ou des accusations de ses détracteurs, mais véritablement à travers des pièces, des preuves. Je vous rappelle que l'histoire, c'est l'administration de la preuve. Alors ce mythe Focard, il a été longtemps symbolisé par le fait que Focard s'est tu et que Focard cède en 1995, en réalité dès novembre 1992, au jeu des mémoires. J'entends par là que les responsables politiques dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80, considéraient qu'il n'y avait que 2 positions par rapport à l'opinion publique et aux médias, le silence ou la parole. Mais qu'on jouait très très peu, ou qu'en tout cas c'est une arrivée globalement des spin doctors des années 80, qu'on jouait très très peu avec l'opinion sur les imaginaires. Focard lui-même en a été victime malgré lui, puisque lors de l'intérim de Power en 1969, entre la démission de De Gaulle et l'élection de Pompidou, il a été victime d'une campagne de dénigrement organisée en partie par Power et largement portée par différents journaux quotidiens et magazines, qui cherchaient à le disqualifier pour l'éjecter de l'Élysée, représentant la part d'ombre. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Focard, symbolisée par les caricatures du canard enchaîné sur la fameuse commode Louis XV de Focard, qui aurait été la table d'enregistrement cachée. On voit que l'histoire des écoutes de l'Élysée n'est pas récente. Enregistrement caché, donc, de l'Élysée auprès de De Gaulle. Et puis son image ira se dégradant avec des générations politiques qui en feront le paratonnerre du gaullisme, la part d'ombre, l'affaire du sac en 1980,
dont il est vu de près ou de loin comme le père fondateur, on pourra revenir dessus pendant les questions. Et donc, en novembre 92, Foccart accepte l'offre de Béchir Ben Yamed et de Philippe Gaillard de Jeune Afrique et accepte de répondre à une série de questions sur sa biographie, c'est ce qu'on appellera Foccart parle, ses mémoires sous forme d'entretien. Alors vous vous doutez bien que pour ceux qui l'ont connu, je pense notamment à certaines personnes du renseignement, Foccart parle les faisait rire. Puisque, outre le fait que Foccart avait comme ligne un secret partagé par plus de 2 personnes n'est plus un secret, on considérait qu'il y avait, avec toutes les rigueurs du genre, certains aménagements dans certaines relations qu'il présentait. En fait, ce n'est pas tant Foccart parle qui nous intéresse que cette photographie et le cheminement intellectuel qu'a fait Foccart. Commençons par le cheminement intellectuel qu'il fait. Premièrement, parce que, conscient qu'il est considéré comme un homme de l'ombre, en fait, il mûrit depuis quasiment 2 décennies un droit de réponse. En 1969, lorsqu'éclate l'affaire Foccart que je vous ai rapidement présentée, un de ses collaborateurs, disons adepte de l'action directe, vient le voir en disant « Dans les PSYOPS, on fait des choses très simples, on prépare des droits de réponse à travers la presse ou des livres. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est une biographie où vous allez vous justifier et régler le sort à tous ceux qui vous ont attaqué. » Ce manuscrit, inédit, que nous sommes en train d'éditer, est resté caché, n'a jamais eu lieu, mais a été la première pièce d'un cheminement plus long qui a amené Foccart à rédiger, ou plus exactement à tenir, le journal de l'Élysée qui a été édité par la suite par Jeune Afrique. Et alors longtemps, j'ai cherché un manuscrit, imaginant que scrupuleusement, à la lumière de sa bougie, le soir, Foccart sortait sa plume sergent-major et rédigeait ce qu'il voulait bien nous dire, ou ce qu'il voulait bien se dire, de ses entretiens en tête-à-tête avec le général de Gaulle, puisqu'il était le seul conseiller à avoir vu le général de Gaulle de 60 à 69, tous les soirs pendant au moins un quart d'heure. Autant vous dire que j'ai essuyé un échec. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Foccart écrivait peu. Mais de fait, Foccart parle. Alors, il ne vous parle pas à vous, il ne parle pas à moi. Il se parlait à lui avec un dictaphone à la sortie de ses entretiens avec le général de Gaulle. Et ce sont en fait ces cassettes sur dictaphone que nous avons retrouvées avec une partie éditée. Et le journal de l'Élysée, c'est en fait ça. 2 conclusions directes. La première, on l'a dit, sur la place de la parole. La deuxième, plus intéressante, sur une forme de modernité technique du personnage. Un de ses collaborateurs me disait qu'il avait été surpris jusqu'à la fin que ce personnage, sorti de la résistance, était extrêmement féru de toutes les innovations technologiques. Aujourd'hui, ça prête à sourire, mais dans les années 80, le fax, et me disait-on, s'il avait eu le temps, il aurait été un redoutable usager de messagerie sécurisée sur téléphone portable avec des présidents africains. Paroles, mais paroles sécurisées, et de sorte que lorsque Foccart écrit, ou plus exactement réalise ses entretiens, Foccart parle, puis il mourra en 97, une affaire judiciaire interviendra sur les droits de propriété, je passe cette histoire, eh bien en fait, Foccart a déjà réglé sa postérité puisqu'il fait remettre aux Archives nationales, après un colloque tenu à Bordeaux en 1980, tous ces papiers qui viennent de l'Élysée. Autrement dit, lorsque meurt Pompidou, se prépare d'une part l'élection de Chaban, mais d'autre part le nettoyage des archives de l'Élysée. Foccart emporte 150 mètres linéaires d'archives qu'il amène avec lui, notamment tout son secrétariat particulier, avec toutes les lettres individuelles envoyées à Foccart, lui demandant des services, lui posant telle ou telle question, etc., etc. En 1980, il vient les restituer aux Archives nationales. Je le précise parce qu'aucun homme politique avant lui ne l'avait fait. Et il ne le fait pas pour la beauté du geste, mais parce qu'il souhaite, et il le dit tel quel à notre directeur de l'époque, il souhaite poser une pierre du patrimoine gaulien aux Archives nationales et ainsi, entre guillemets, forcer l'amiral de Gaulle, ou plus exactement tout l'entourage du général de Gaulle, à restituer les archives qui auraient pu être prises avec cette idée que l'histoire les jugerait à terme. Il a donc conscience de la part d'ombre qu'il représente. René Journiac, son collaborateur dont on va parler dans un instant, à son tour, a été donateur de 250 mètres d'archives. Pour lui, c'était moins compliqué puisqu'il est devenu le monsieur Afrique de Giscard et qu'en fait, il est resté dans les hautes sphères de la France-Afrique de 1959 à sa mort en 1980. Il a le record de longévité avec ses 21 ans aux affaires. Ce qui nous amène à cette photo.
Cette photo, qui a l'air banale, un peu caricaturale, est choisie par Focard, en fait, pour être la première illustration de son livre Focard parle. Il fait exprès de jouer avec toutes les idées reçues. Les lunettes noires pour brouiller le regard et l'intention, les gants pour ne pas laisser de traces, le fusil, le message est clair, et certains mauvais esprits ont rajouté les chapeaux pour lui faire porter. En réalité, il s'agit d'une photographie où il met une autre intention, évidemment de jouer un peu avec l'opinion publique, très certainement, sa passion pour la chasse et tout ce que ça engage, on reviendra dessus dans son histoire sur le rapport aux armes. Ce mythe Focard, en fait, ne doit pas qu'à lui seul et aux opérations en France-Afrique, ne doit pas qu'à lui seul sa postérité. Il doit beaucoup aussi à ses successeurs et avec l'idée qu'il aurait été du coup l'architecte de quelque chose qui lui survivrait, qui est la France-Afrique, une sorte de syndicat franco-africain des chefs d'État en pleine guerre froide, avec ses déclinaisons comme le Safari Club dirigé par le comte de Maranche. Et survient le scandale entre 79, renversement de Bokassa par le service action 2 ans après le couronnement permis par Giscard, et 1980-81, explosion de l'affaire que vous connaissez tous, des diamants de Giscard. Et on a un glissement de l'affaire Bokassa vers l'affaire Giscard. Regardons de plus près cette photo. Au deuxième plan, avec les lunettes à écailles, vous pouvez voir René Journiac. René Journiac, ancien collaborateur, comme je vous l'ai dit, de Jacques Focard, qui, après avoir été son premier conseiller au secrétaire général des affaires africaines et malgaches, devient le conseiller Afrique de Giscard. Mais le titre de secrétaire général de l'Élysée est perdu dans la route. Ça signifie qu'à partir de 1974, le président, et Giscard le fera particulièrement, est comptable directement de ses actions en Afrique. Giscard, d'ailleurs, commandera personnellement, passera commande de l'essentiel des opérations, tentatives d'insurrection libyenne à Tobrouk en 1980, renversement de Bokassa en 1979, opération de Kolwezi en 1978. Le soutien à Savimbi en Angola aura été beaucoup plus à l'initiative du comte de Maranche et de l'équipe de Marolles. Mais enfin, reste l'idée qu'à partir de là, on peut toucher directement le président, là où autrefois Focard servait de fusible pour De Gaulle et Pompidou. L'affaire ira soit croissant, cherchant en permanence à identifier le monsieur Afrique des présidents jusqu'à aujourd'hui. La structure est dissoute, mais l'imagerie d'Épinal reste. Et puis, les années 90, les clés du scandale. Cette image qui est tirée évidemment de l'association Survie, où vous retrouvez les détournements assez faciles. Donc c'est quelque chose de très récent, puisque l'instauration des consignes de nocivité des cigarettes date des années 2000. Vous voyez qu'on est donc affaire à quelque chose qui est bien un discours qui est parfaitement absorbé. Il y a une marque déposée, France-Afrique, un logo, le casque colonial, des symboles avec le filtre médiatique. L'idée qu'on a donc affaire, c'est ça qui est intéressant, à un système. Or, si Focard est un homme de réseau, il n'est pas forcément un homme de système. Vous voyez d'ailleurs que, si ça vous amuse, on regarde toujours la première face, mais sur le côté, vous avez France-Afrique, dictateur sélectionné par les services secrets français. On a donc précisément l'ingrédient plaisant de la chose, la guerre secrète cachée, avec ou sans mort, mais ça c'est à voir après. Alors je vous l'ai dit, rentrons dans la bio de Focard, d'où vient son importance alors que c'est le seul conseiller de De Gaulle qui n'est absolument pas issu des grands corps. Focard vient d'une famille de Béquet, de Guadeloupe. Il commence un peu sans trop de succès dans l'import-export après avoir travaillé un peu comme représentant de commerce. Et en fait, sa révélation, c'est la guerre. C'est la guerre parce que, sans entendre le discours du général de Gaulle, il confesse lui-même d'ailleurs qu'il est plutôt touché par des sentiments dans la France des années 30 développés par l'Action française que par le Front populaire. On a donc affaire à quelqu'un qui s'affiche conservateur, catholique non pratiquant, une droite qui s'assume à cette époque, mais qui ne verse pas non plus dans les tentations ligueuses. Lorsque survient la guerre, justement, la frontière est posée pour lui à cet instant-là, puisque la notion de patriotisme se trace par rapport au régime de Vichy et à l'Allemagne nazie. Et il y aura quelques soubresauts dont on pourra parler, mais il va se lancer dans des actions de résistance. Son rôle a été sujet à discussion après-guerre, à différents titres. On pourra en parler des heures, mais comme le temps risque de passer, retenons surtout qu'il commence par le renseignement, il a une période
de clandestinité. Il manque de mourir 2 à 3 fois. Il est arrêté par les Allemands, s'évade, il force des barrages. Et surtout, au moment du plan Tortue, prend ses galons d'officier du BCRA, il a été reconnu dans le grade du BCRA à partir de 1943, avec cette grande nuance qu'il n'est jamais allé faire de stage à Londres. Donc, si vous voulez, c'est au moment où le BCRA essaie de préempter des réseaux, sans avoir les capacités de les reformer sur place. Autrement dit, lorsque arrive l'été 1944, Focard rentre dans ce qu'on appellera à terme, qui est en gestation, le service action avant l'heure, va passer son brevet para, se refait former et développe à partir de là une culture para fondamentale. Il restera avec des échelons à passer, mais il est mis lieutenant-colonel en 1944, puis après sera réaffecté au grade de commandant et remontera les échelons. Il restera officier de réserve du service action jusqu'à la fin de sa vie, avec des phases de réserve opérationnelle, ou en tout cas d'entraînement à coup sûr, jusque dans les années 60. Et de là, il va développer 2 grands sports, le tir, notamment arme de poing, et le parachutisme. Alors vous me direz à quoi ça sert de savoir tout ça? Pour l'historien, ça sert d'abord à camper le personnage. C'est sûr qu'on comprend mieux l'image de Barbouze qui lui a collé. Ensuite, parce qu'un personnage comme ça, qui à partir de 1946 s'approche du général de Gaulle, rentre petit à petit en 1948 comme conseiller outre-mer, à l'époque ça signifie toutes les colonies et les départements d'outre-mer, créés en 1946, il devient conseiller outre-mer du général de Gaulle, et en 1953, quand le général de Gaulle prend du recul, il devient le secrétaire général du RPF. De 1954 à 1958, c'est donc lui qui va s'efforcer de faire vivre un RPF dont le général de Gaulle ne voulait plus. Il va donc s'efforcer d'activer des sentiments gaullistes un peu partout où ils existent. Alors partout où ils existent, vous imaginez qu'à la veille du plan Résurrection, ça va être notamment lui, parce qu'il y en a d'autres qui travaillent ça, lui à travers les militaires issus de la guerre, et notamment les militaires passés par les guerres coloniales, à commencer par l'Indochine. Et c'est comme ça qu'on va retrouver Focard au mess de Sercotte, c'est-à-dire de la base d'entraînement du service action, en train de discuter. Il est en fait un vecteur de politisation des agents, des officiers du service action qu'il a connus lors de ses stages para, lors de ses périodes de réserve. Et il y a toute une sociabilité qui se crée. Alors c'est pas, contrairement à ce qu'on a dit, des réseaux avec un code, quelque chose de caché, c'est une sociabilité de personnes qui ont connu un événement, qui ne se reconnaissent pas dans le régime, qui ont une expérience décalée avec les guerres et les guerres asymétriques en Indochine et désormais en Algérie, et qui, à partir de là, considèrent que Focard, c'est la pierre philosophale qui leur permet d'accéder à De Gaulle, et que donc qui permet un retournement de la situation politique. Autrement dit, Focard, pendant le plan pendant le plan de Résurrection, va jouer du frein et de l'accélérateur avec la mission qui est envoyée par le comité de salut public, en disant c'est bien de faire monter la tension, mais le général de Gaulle ne viendra jamais au pouvoir à la suite d'un putsch ouvert. Et donc toute sa mission avec Debré, et de Gaulle fragmentera les missions dans son ouvrage, sera de vivre là-dedans. Focard également reconnaît que dans ses activités, puisqu'à côté de ses fonctions politiques pour le RPF, il vit de sa société d'import-export, la Safiex. Il reconnaît que, par patriotisme, par engagement dans cette sociabilité, à partir de 1950, 49-50, il restera en contact notamment avec le colonel Morlan, chef de service action, qui est son officier traitant, lorsqu'il effectue des missions pour l'import-export, et il ramène comme ça une série d'informations qui va alimenter toute cette génération. Donc c'est un homme acculturé au renseignement qui va prendre en main ces questions-là et la réforme du SDEC en 1958 quand De Gaulle lui confie. Je vous rappelle que le SDEC, mais vous le savez déjà, à cette époque, sa direction en tout cas, n'est pas nécessairement gaulliste. Et donc sa mission va être de faire monter en partie ou de s'appuyer sur les différents agents qui sont capables d'incarner ces actions en Afrique. L'un d'eux, le moins connu d'ailleurs, s'appelle M. Armand, dans ses pseudos, c'est comme ça qu'il est connu. En fait, il s'agit de Marcel Chaumien, qui appartient au quatuor de ce qu'on appelle les 4 mousquetaires et qui ont été derrière Morlan parmi les piliers de la création du service action, c'est-à-dire Pioche, Bichelot, Morlan, Maloubier.
Pioche restera en relation avec Foccart, ne sera pas directement impliqué tout de suite en Afrique. Maloubier, on le verra plus tard, vous le connaissez tous, outre ses actions dans Murder Incorporated, comme il l'a dit lui-même, va être réveillé, entre guillemets, pour créer le service de protection du président Léon Mba au Gabon après 1964, à la demande expresse du chef du secteur Afrique du SDEC et de Jacques Foccart. Bichelot, après la guerre d'Algérie, où il a témoigné, disons, son refus de l'abandon de l'Algérie, a été exfiltré par Maurice Robert pour être mis chef de poste, qu'on appelait les postes de liaison et de renseignement, chef de poste du SDEC à Abidjan, c'est-à-dire le poste le plus sensible et le plus politique auprès du meilleur ami de la France, Félix Houphouët-Boigny. Il a tellement bien réussi que Félix Houphouët-Boigny refuse de se défaire de lui en 1968 et, avec l'accord de Foccart et Maurice Robert, lui offre de quitter l'armée française pour passer sous contrat ivoirien et rester ainsi à Abidjan jusqu'en 1985. Enfin, Marcel Chaumien, après avoir été au service action, va quitter le service action au tout début de la guerre d'Algérie pour passer dans ce qu'on appelle le service 7, c'est-à-dire la recherche non conventionnelle, dans laquelle il va développer, et avec beaucoup de succès lorsque Jacques Foccart arrivera aux manettes en 1958, il va développer la branche Afrique. Et il deviendra le patron Afrique de la recherche non conventionnelle. L'opération la plus célèbre dont vous avez dû entendre parler, c'est l'opération Jimbo, qui consiste à établir un réseau de renseignement clandestin basé sur différentes ressources. On est sur le démantèlement de l'AOF et de l'AEF, donc sur un plan général, Afrique de l'Ouest, Afrique équatoriale. Les correspondants UTA, Daniel Richon en tête, seront mis à profit. Et on retrouvera comme ça beaucoup de chefs d'escale UTA comme correspondants des services. La création d'ailleurs de l'escale d'UTA à Elisabethville est faite dans la ligne politique de soutien au Katanga. Il y aura ensuite le montage de différentes sociétés écrans, la plus connue étant, après l'échec de France Coton, France Citerne, c'est-à-dire des points de ravitaillement d'eau. Là aussi, c'est un échec. Mais ça terminera notamment avec des stations essence qui seront les structures écrans de recherche non conventionnelle en Afrique. Je m'arrête une petite seconde dessus parce que la France reste un pays administratif, c'est-à-dire que le responsable comptable de la DGSE, enfin du SDEC à l'époque, avait demandé que les comptes soient impeccables. Et donc, le patron du service 7 a dû imposer à ses agents en Afrique, la dernière semaine du mois, de rectifier les comptes et au besoin d'arrêter les recherches opérationnelles pendant 4 jours, 5 jours, parce qu'il fallait rendre, pour ne pas avoir de problème sur cette structure, des comptes en bon ordre. Et donc, on avait des agents du SDEC qui faisaient véritablement les mécanos pour sauver leur couverture et puis reprenaient leurs activités une fois que la fin du mois était passée. Ce petit détail folklorique, juste pour vous dire qu'il y a un aspect très artisanal aussi à cette recherche non conventionnelle en Afrique et que Chaumien est justement l'artisan de toutes ces inventions. Évidemment, si on se projette un tout petit peu plus loin dans le temps, vous vous doutez bien que l'idée reçue, c'est Foccart est l'homme des services. Ben oui, il en sort, il s'est appuyé sur ses gens, il a du court-circuiter tout le monde. En 1980, lorsqu'il revient avec Jacques Chirac, Jacques Foccart ne lit quasiment plus les bulletins de la DGSE, considère que c'est une recherche qui ne correspond pas à la réalité. C'est là qu'il y a un point très intéressant. Jacques Foccart croit à la DGSE, au service action, à la recherche conventionnelle ou non conventionnelle, dans la mesure où ce sont des gens de confiance en qui il a confiance personnellement. Jacques Foccart, c'est d'abord des relations de confiance interpersonnelles et pas des relations institutionnelles de structure. C'est pour ça qu'il s'entendra bien avec Houphouët, puisque les deux hommes considéraient que c'était d'abord les relations personnelles et après les habiller dans des relations institutionnelles pour donner les moyens d'action à ces personnes. Dans les années 80, il n'a quasiment plus d'entrée à la DGSE. Il considère que c'est une administration qui vit sa vie en dehors de ses opinions. Vous voyez donc aussi qu'on introduit une notion supplémentaire qui est le renouvellement générationnel auquel Foccart était soumis, puisqu'en permanence, il a compris que lui avançait avec une génération, mais qu'il lui fallait des capteurs dans la nouvelle génération. Conseiller du général de Gaulle sur les 4 missions que je vous ai décrites, il parviendra donc à le rencontrer tous les soirs, comme c'est un homme intelligent, pour amener au fond du filet le ballon. Il appartient aux 4 grands, c'est-à-dire le directeur de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée, le chef d'état-major particulier et le secrétaire général des affaires africaines et malgaches. L'intérêt du poste, c'est qu'il a du personnel et un rang très élevé à l'Élysée. Eh bien, en fait,
il va abandonner sa place, il était censé être le deuxième avant le général de Gaulle, et il dit « Moi, je préfère passer le dernier, vers 19h. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va me permettre de pouvoir passer du temps avec de Gaulle. Et donc, de pouvoir évoquer avec lui tel ou tel sujet en glissant hors du protocole. Et la force de Focard, c'est d'abord cet instant de communion avec le général de Gaulle, dont en réalité, outre ses enregistrements, on ne sait pas grand-chose. Autrement dit, l'idée de Focard, c'est qu'il est l'interprète, la pitié gaulliste, et que justement, dans toute la mise en scène de l'action gaulliste, c'est lui qui doit traduire dans les guerres secrètes quelles sont les consignes du général de Gaulle. Un exemple très simple. 1958, la Guinée dit non au général de Gaulle. Pour certains, c'est le produit d'une politisation révolutionnaire, anticoloniale, anti-impérialiste, qui trouve en Sékou Touré la bouche de différentes forces syndicalistes, notamment, ou de scission du Rassemblement démocratique africain. Pour d'autres, c'est un malentendu diplomatique où le représentant colonial français n'a pas réussi à informer de Gaulle à temps de certaines formules que voulait prendre Sékou Touré. Quoi qu'il en soit, césure, de Gaulle remonte dans l'avion et dit, s'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent, après un discours très de Sékou Touré. Et de fait, en octobre 1958, démontage de la présence française, de la présence coloniale sur une ambassade. Réplique aussitôt, malgré les dénis dans différents ouvrages, réplique aussitôt de Focard, avec qui ? Le service action. Eh bien, il va dire, on monte une opération, cette opération sera révélée par un scandale qui est la découverte par Mamadou Dia, alors président du Sénégal, d'une cache d'armes à la frontière sénégalo-guinéenne, cache d'armes qui sera en fait un scandale diplomatique entre la France. Pourquoi ? Parce que je vous parlais de dimension artisanale de la guerre secrète dans l'Afrique des dernières heures de la colonisation, parce qu'en fait, les agents n'agissaient pas sous clandestinité. Les officiers étaient connus pour être des anciens du service action d'Algérie qui avaient été installés, entre autres à Kédougou, pour faire des missions, et c'est comme ça qu'ils ont été identifiés. L'Afrique, selon Focard, donc, c'est d'abord, dans le cadre de la guerre froide, la défense du précaré, l'instauration et la défense du précaré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a une zone d'influence francophone à maintenir et à conserver. Zone d'influence qui va être soumise à des menaces dans son esprit interne, menaces internes signifiant des foyers révolutionnaires, des tentatives de coup d'État, avec notamment, vous le voyez ici, en pointillé, l'opération Persil en Guinée, la peur que la Guinée devienne le foyer de déstabilisation de la sous-région, et l'appui sur différents régimes alliés. Les deux qui survivront le plus seront naturellement la Côte d'Ivoire et le Gabon, mais, dans les faits, au départ, c'est tout le réseau RDA, et on reviendra sur lui, tout le réseau RDA de Félix Houphouët-Boigny, qui, après la liquidation de la Fédération de Mali, qui doit plus à l'initiative depuis 1958 d'Houphouët que des Français, eh bien, parvient à tisser véritablement le syndicat des chefs d'État africains. Si on regarde la carte, en fait, ici elle n'apparaît pas, mais on est en train de l'établir. La Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, le Bénin, le Niger, le Gabon, le Congo, le Tchad sont RDA tendance Houphouët. Le Mali et la Guinée sont RDA tendance Sékou Modibo, c'est-à-dire RDA révolutionnaires et qui veulent se détacher de la France et d'Houphouët. Et après, vous avez toujours le cas particulier sénégalais, et puis la Centrafrique qui a une autre histoire sur laquelle on pourra revenir. En conséquence, cette guerre secrète, elle truche, elle passe en permanence auprès des alliés africains. Et sans comprendre ça, on ne peut pas comprendre les guerres secrètes françaises en Afrique. Alors ces guerres secrètes, elles passent par différents dispositifs. Le premier d'entre eux étant, et c'est un point clé, l'avènement du SDEC dans la politique africaine, selon Focard. Je reviendrai sur cette photographie après, une photo officielle voulue par Focard, mais l'avènement du SDEC, c'est en fait d'abord la réussite du colonel Maurice Robert, à l'époque capitaine Maurice Robert, qui est, après avoir été officier de l'armée d'armistice, passeur sur la ligne de démarcation et donc à ce titre puni par l'armée française, on l'envoie dans les colonies. Donc on le destine à l'Indochine et de manière assez logique, il arrive en Mauritanie. Ce qui fait qu'il fait l'essentiel des années 40 entre la Mauritanie et le Sénégal.
point clé parce que ça signifie qu'il rentre dans la culture méhariste. Lui d'ailleurs, il le reconnaît, sa meilleure période de sa vie, c'est d'avoir été méhariste. C'est fondamental parce qu'on verra par la suite, je pense notamment au célèbre capitaine Galopin, qu'une culture méhariste, plus encore qu'une culture de la clandestinité, va structurer les expériences de ceux qui vont devenir les cadres du secteur Afrique du SDEC dans les années 60-70. C'est-à-dire que ce sont d'abord des coloniaux qui ont passé du temps, pas forcément avec des armes, mais qui ont passé du temps avec ce qu'on appelle la politique du contact, se débrouiller avec très peu de choses pour parvenir à lever l'impôt, circuler dans la zone, etc., etc. Et c'est sur ce capital que Maurice Robert va en grande partie structurer des collaborateurs. Et ensuite, il va savoir s'entourer d'autres personnes. Son bras droit, c'est un commissaire qui vient des RG coloniaux de Madagascar. Et on aura comme ça beaucoup d'anciens coloniaux qui vont trouver une autre vie avec Maurice Robert dans la création de la structure qu'on appelle N. Alors qu'est-ce que N ? N, c'est le secteur Afrique du SDEC, qui est en fait la division en 1960 du secteur Afrique-Monde arabe en l'émergence d'un secteur Afrique tout court. Et ce secteur Afrique obtient une tolérance de la direction générale et de Foccart, tolérance fondamentale pour la politique que je vous ai écrite. N, le chef N, aura le droit de parler avec les présidents africains en accord avec Foccart. On a donc l'établissement de ce que voulait Foccart depuis le début, un circuit court qui permette de transcender les problèmes administratifs de la diplomatie ou voire même de la coopération pour avoir des capacités de renseignement et d'action directes pour sécuriser les chefs d'État amis de la France. Sécuriser, ça signifie sécuriser politiquement, ça signifie aussi sécuriser physiquement. D'où le développement, après le coup d'État de 1964 au Gabon qui a vraiment tétanisé beaucoup de monde, d'où le recrutement, le réveil de Bob Maloubier pour prendre en charge la garde présidentielle. L'essentiel des gardes présidentielles, la garde présidentielle ivoirienne, alors les noms ont changé par la suite, ont reçu comme formation de tir les cours de Raymond Sassia, qui était le premier Français breveté au FBI dans le stand de tir de la police nationale à l'avenue en dessous de l'Arc de Triomphe. Et donc on va avoir comme ça toute une circulation, une culture, stand de tir que fréquentait lui-même Foccart le matin avant d'aller à l'Élysée, m'a confié Raymond Sassia. Alors je m'étais demandé pourquoi. La raison est simple, c'est tout à fait inimaginable aujourd'hui, la raison est simple, c'est que dans cette culture que je vous ai décrite, de la sortie de guerre, et c'est un collaborateur de Foccart qui me l'a dit, parce que j'étais un peu surpris en me disant, bon, il va vider 2 chargeurs avant d'aller traiter les problèmes franco-africains, c'est un peu surprenant quand on n'est pas dans le coup. Il me dit non, pas du tout, c'est un moyen de se concentrer. C'est-à-dire que pour lui, il se canalise, comme ça le reste de la journée, il a commencé à se défouler, et effectivement, petit à petit, l'histoire étant une matière froide, on est quand même un peu des médecins d'autopsie, on passe souvent à côté des choses vivantes. Et donc ça fait partie de toute cette chair qu'il faut réussir à comprendre. Donc le colonel Maurice Robert, en fait, va être patron de N de 60 à 66, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va gravir dans le service avec l'Afrique. Et à chaque fois qu'il montera d'un étage, devenant chef du service de renseignement et adjoint au directeur de la recherche par la suite, il va faire monter l'importance de l'Afrique dans le service avec lui. De fait, en 1973, c'est pour ça qu'il y a des virages au début des années 70, en 1973, le conflit qui l'oppose au comte de Maranche fait qu'il démissionne. En 1974, Foccart quitte l'Élysée. Une autre génération arrive, de droite, moins gaulliste, qui va, à partir de là, développer d'autres actions. C'est celles qu'on voit ici. Ce sont des actions comme à Kolwezi ou Barracuda en Centrafrique. Ce seront des actions où on aura toujours une opération combinée montée en fait par le service action depuis le fort de Noisy, avec notamment Marolles et Linières. Et donc ce sera à partir de là le service action, entre autres, qui essaiera de s'imposer en Afrique. Donc un vaste champ d'action dans lequel Foccart donne un sens politique, c'est ça qui est certainement très important. Rarement les services de renseignement se sont vus accorder un sens politique aussi fort que sous Foccart. Et c'est très certainement avec la menace djihadiste qu'on retrouve un tel volume d'emploi aujourd'hui, mais une politique suivie sur l'utilisation des services de renseignement, en tout cas en Afrique, c'est sous Foccart et peut-être aujourd'hui qu'on la retrouve de la manière la plus importante. La méthode Foccart, évidemment, le lien direct, c'est le téléphone. À l'époque, n'oublions pas que c'est extrêmement coûteux. Quand Foccart reviendra dans le secteur privé, il reconnaît qu'en fait, un de ses principaux postes financiers, parce que les chefs d'État africains ont oublié qu'il avait une note à payer
donc le faisait appeler pendant des heures, et une partie de son argent passait dans les factures de téléphone à destination de Libreville, d'Abidjan, etc., etc. Mais il y a l'idée de ce circuit court où il traduit les consignes du général de Gaulle, les ordres du général de Gaulle, qui ne doivent pas être compromis dans une réalisation avec la guerre secrète. Le temps tournant, et on ne peut pas non plus... je vais vous proposer trois dernières illustrations. Le premier, la diplomatie africaine selon Foccart. Vous avez ici Albert Bernard Bongo, à l'époque c'est encore Albert Bernard Bongo, en uniforme de l'armée gabonaise avec les talonnettes, et à côté, assis, on dirait dans ses petits souliers lunettes noires, Maurice Delaunay, l'ambassadeur de France au Gabon. Maurice Delaunay, en fait, est un ancien colonial. Il s'est décrit toujours, c'est ces termes, comme l'homme de M. Foccart. Et c'est le joker utilisé par Foccart après le putsch de 1964 au Gabon pour restaurer un pouvoir politique qui n'est pas seulement un pouvoir de personne, mais un pouvoir de régime. Et à partir de là, Delaunay aura comme ligne de conduite de trouver la solution à la maladie qui va emporter le Lamba et qui donc risque de fragiliser la position française au Gabon, position d'autant plus fragilisée que depuis 1963, la base principale de la France, la base politique j'entends, principale de la France en Afrique centrale, qui était Brazzaville, est tombée aux mains de la révolution congolaise. Donc à partir de là, il faut trouver une option de rechange. Ce sera Maurice Delaunay qui aura l'idée de proposer Albert Bernard Bongo comme vice-président, avec, sur le modèle américain, capacité de succession si le président de la République venait à mourir. Et c'est sur le lit d'hôpital à Claude Bernard de Léamba que sera rédigée la révision de la Constitution gabonaise avec les élections organisées depuis l'ambassade du Gabon à Paris. Ça, c'est le volet politique. Reste que tout cela ne serait rien sans l'huile de coude, l'intendance. Alors, un instant sur notre ami Maurice Delaunay, un homme qui a quand même le sens de l'intendance, puisque c'est lui qui assume complètement que la guerre secrète menée par différents acteurs au Biafra aura comme base logistique Libreville pour le camp pro-biafrais. C'est lui qui mettra en musique l'apport avec son conseiller militaire qu'il a connu pendant la guerre du Cameroun, le commandant Métrier. Avec son conseiller militaire, il organisera donc les norias d'aviation couvertes par le SDEC à destination des insurgés biafrais. Donc, au Gabon, pour que la chose fonctionne, eh bien, Foccart va... Alors là, on voit que c'est Foccart directement qui les désigne, alors qui fait valider par les administrations, mais qui décide qui va où et donne les consignes, eh bien, va envoyer 3 personnes. Le premier, dans l'ordre d'apparition, le commissaire René Galy, qui inaugure un petit peu, même s'il existe depuis 1960, le STIP, Service de coopération technique internationale de la police. Il s'agit de l'organe de coopération de la police qui, jusqu'à la fin des années 90, de l'avis de ses réformateurs, offrait beaucoup plus un profil de renseignement que de police judiciaire. Et de fait, le commissaire René Galy, pied noir, légaliste, qui vit donc un divorce total à partir de 1961-62 parce qu'on le somme de traquer l'OAS et il fait ça, mais se retrouve condamné par l'OAS, du coup muté en France, ne connaît personne, rentre en dépression nerveuse, et on lui dit, écoutez, le STIP se monte, et en plus, on a besoin d'une mission coup de poing au Gabon, c'est un policier redoutable, et donc il est envoyé, alors pour le coup, quand je dis coup de poing, pas de mauvais jeu de mots, c'est un type qui a l'air assez éthique, à la différence de son prédécesseur, enfin d'un autre Français là-bas, mais qui du coup dit, bon, très bien, il part au Gabon, et il va restructurer ce qu'on appelle le centre de documentation, qui est en fait le service de renseignement intérieur, le centre de documentation mieux connu sous le nom de CEDOC, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la DGDI. Donc si vous faites vos demandes de passeport pour aller au Gabon, c'est la DGDI, c'est l'immigration, qui gère ça. Les compétences ont été élargies à ce qui est chez nous la police d'air et des frontières, mais au départ, le centre de documentation, c'est les RG locaux. Et lui-même arrive en disant il faut restructurer les RG locaux parce qu'il y a une faille profonde dans la sécurité politique du régime. Nous n'avons pas été capables d'anticiper l'organisation d'un putsch par des militaires Fang, et c'est une faille profonde. Donc sa mission, ça va être de restructurer de manière très efficace le CEDOC. Le deuxième de cette équipe de Missi Dominici, c'est Bob Maloubier. Bob Maloubier a dû quitter, à l'invitation de sa direction générale, le SDEC en 1956-57 à la suite de l'affaire des Joatia.
c'est-à-dire de l'emploi de gens du milieu dans l'élimination d'avocats du FLN, et on lui a proposé d'aller se faire oublier en Amérique latine. De manière assez naturelle, il atterrit au Gabon. Et il devient forestier, puis pétrolier. Sauf que, évidemment, il n'a jamais complètement coupé les ponts. En 1958, il est en vacances en France et on lui dit « Écoute, Bob, on est entre nous, on est des anciens du 11e choc. Le patron, c'est comme ça qu'on appelait Focard, le patron va revenir aux affaires et en fait, il y a peut-être une opération, c'est l'opération Résurrection, qui va être là. Est-ce que tu pourrais aller nous sécuriser, je ne sais plus où, une centrale électrique ?» Et donc Bob Maloubier confesse, même dans ses mémoires, c'est public, qui se retrouve comme ça, pendant ses congés revenus en France, à aller sécuriser pour l'opération Résurrection, qui finalement n'a pas eu lieu en France, d'aller sécuriser la centrale électrique. Donc, c'est un type très débrouillard qui est appelé par Focard, Robert, et un autre personnage du dispositif au Gabon, à qui on dit, voilà, il faut maintenant faire la sécurité physique du président. Le rassurer, parce que Léon Mba a été kidnappé, le rassurer et parvenir à empêcher qu'on atteigne le corps du roi. Et c'est là qu'il va créer la garde présidentielle, qui sera le noyau d'autres modèles, qui s'appelle aujourd'hui la garde républicaine de sécurité, la GRS, et qui va se développer comme un mini-service de protection, puis de renseignement par extension. Cette GP trouvera donc différents appuis, pas que dans les services français, mais de manière générale, à terme, le service action dans les années 60 jusqu'à la fin de la guerre froide va considérer que le premier poste d'emploi de ces forces, en dehors des interventions comme Barracoda ou autres, le premier emploi de coopération permanente, ce sera la formation des gardes présidentielles. Et jusqu'à la fin des années 90, il y avait très souvent un coopérant français du service action dans les gardes présidentielles, accès aux stages, formation, etc., etc. Le troisième, plus politique et encore plus intéressant peut-être, parce qu'au moins connu, c'est Guy Ponsaillé. Guy Ponsaillé est un ancien administrateur colonial, supplique total de notre ami Léon Mba, lorsque l'ambassadeur François-Simon de Kyriel propose des solutions diplomatiques au lendemain du putsch pour restaurer l'État. Léon Mba prend son téléphone, appelle Focard et dit « Envoyez-moi un colonial, je ne peux pas m'entendre avec quelqu'un du Quai d'Orsay ». Ce sera une faille et un contentieux très lourd entre Focard et Le Kim, parce qu'il se répétera. Mais, donc on enverra Maurice Delaunay. Mais Guy Ponsaillé, en fait, a été, au lendemain de l'indépendance, 1 an ou quelques mois préfet au Gabon, et surtout, il est recruté par un certain Pierre Guillaumat comme numéro 2 d'Elf, à l'époque Elf Aquitaine en pleine restructuration, qui se basait notamment sur l'absorption de la SPAF, c'est-à-dire la Société des pétroles d'Afrique équatoriale française. Et on va avoir donc ce trio qui, en 1964, va organiser la sécurisation politique et physique du système qui aboutira, alors j'ai choisi le Gabon comme fil rouge, on aurait pu en prendre d'autres, mais celui-là est très éloquent, qui aboutira naturellement à la succession en faveur d'Omar Bongo. Reste, et je terminerai sur eux, un dernier étage à la fusée, qui est certainement le côté le plus coloré de la chose, Morichaud, et ce qu'on appelle la petite équipe. Morichaud-Beaupré est un ancien résistant, proche d'une droite nationaliste, comme il l'avoue lui-même, qui est un homme de Debré complètement plongé dans les complots de 1957, qui n'a pas réussi à être recruté par les services secrets à la sortie de la guerre, mais qui développe de véritables goûts pour ce qu'on appelle aujourd'hui les psyops, ou l'action psychologique. Alors, il écrit beaucoup de notes, c'est très pratique parce qu'il écrit beaucoup, donc on sait beaucoup d'idées qu'il a eues, elles n'ont pas toutes forcément abouti. Et Debré le confie à Focard en lui disant « J'ai un type formidable, c'est un chargé de mission, vous le prenez, vous en envoyez. » Et très rapidement, Focard dit « Puisque vous êtes entreprenant, votre agitation à l'Élysée, c'est bien, mais ça ne vous correspond pas. Partez sous contrat de la coopération auprès d'amis de la France pour les stabiliser. » Et donc, Morichaud aura pour vocation d'être le circuit court, le missus dominicus par excellence, le circuit court entre Paris et les chefs d'État lorsqu'on ne doit pas avoir de discussion officielle, avec les bons et les mauvais points. C'est lui qui sera l'artisan notamment de la sécession au Katanga, du dialogue avec Tchombé, c'est le personnage que vous avez à côté de lui, et notamment de l'affaire du Biafra. Son équipe est composée d'un jeune qu'il prend sous son aile, un ancien de l'ESSEC qui s'appelle Philippe Le Terron, qui nous a versé ses archives et grâce à qui on a pu reconstituer aux Archives nationales depuis une dizaine d'années la structure
de ce qu'ils appelaient eux-mêmes la petite équipe, mais qui était en fait une équipe de conseillers d'Houphouët-Boigny, et d'un personnage plus intéressant encore, dont les archives vont rentrer aux archives nationales ce dimanche à la faveur de la grande collecte que nous organisons, c'est un certain Antoine Azoumé, dit Monsieur Antoine, qui est le personnage clé du dispositif, puisque c'est un Béninois qui part comme conseiller au Congo, qui devient l'homme d'Houphouët au Congo, et qui devient en fait l'homme d'Houphouët pour l'Afrique centrale. Et puisque notre ami Antoine Azoumé va installer puis tenter de restaurer le pouvoir de Youlou à Brazzaville et de Tchambé à Kinshasa. Lorsqu'il sera assassiné à Djamena, à la veille de Noël 66, toute la confiance qui pouvait reposer sur les épaules du petit groupe se dissout. Parce que pour les chefs d'État africains, la clé de voûte, c'était Antoine Azoumé, ce Béninois, et à partir de là, on conserve Morichaud dans le réseau, le Terran, mais la clé de voûte, c'était Azoumé. Et ça, c'est un aspect peu connu de la chose. Foccart lui-même a connu Azoumé. On a les traces de leur rencontre. J'ai fait exprès d'utiliser, parce que je l'avais pris, puisque ce terme était abandonné par tout le monde avec un rejet massif, la fabrique des barbouzes. C'est pas tant pour décrire la réalité que pour décrire les idées reçues. Les barbouzes, comme vous le savez, sont liées à la guerre d'Algérie, la lutte contre l'OS, etc., etc. Mais, quand j'ai commencé mes travaux il y a 13 ans, tout ce que je vous présente de ces acteurs de la guerre secrète, je n'avais pour seule et unique réponse que « mais ça, c'est des barbouzes ». Comme si ça n'avait pas de sens. Comme si c'était des personnages de l'ombre, français, africains, tchécoslovaques, n'importe quoi. Ça, c'est des barbouzes. Ne cherchez pas, circulez, il n'y a rien à voir. L'histoire ne se fait pas dans la cuisine. Et c'est là que, du coup, aux Archives nationales, on entreprend cette exhumation du fond et qu'on commence à ressortir toute cette architecture qui aboutit à la publication de l'inventaire des archives Foccart l'an dernier. Je termine pour que nous conservions 20 minutes de débat dans la salle. Houphouët est surnommé, ça c'est le côté un peu savoureux, tout le monde reçoit des noms de code un peu empruntés, parce que c'est Morichaud qui décide que, comme pendant la guerre, il faut que tout le monde ait des noms de code, etc. Alors je vous rassure, ils étaient assez vite craqués du reste. Donc c'était Big Brother, l'entrée du Congo dans l'organisation commune africaine et malgache, c'était le mariage de ma tante. Morichaud, c'était Maurice. Donc voilà, et quand on prend justement leur correspondance, ce qui est assez amusant, là où on voit le côté artisanal de cette petite équipe, c'est qu'ils commencent en étant hyper rigoureux sur les pseudos, puis au fur et à mesure de la lettre, ils se mangent les noms. Parce qu'ils écrivent au pied d'un aéroport, parce qu'il y a le type du TA à qui on passe la lettre, qui la met en dessous du fauteuil du pilote, donc on est quand même sûr que personne ne le verra, qui ça pour le coup était vrai, et ainsi de suite. Donc c'est par ce biais, c'est pour ça que, encore une fois, je fais exprès de passer par ces biais, par ce biais, on entre dans cette autre histoire des guerres secrètes, qui, comme vous l'avez certainement compris, ne sont pas tant des guerres de services dans l'ombre et tout, mais sont d'abord des initiatives, avec les moyens du bord, des 3/4 des acteurs du renseignement. C'est-à-dire qu'on leur dit faites, réussissez, on ne veut pas trop savoir comment, et surtout on ne veut pas être éclaboussé. Et l'intelligence de Foccart là-dedans, c'est pour ça qu'il est accusé d'être le père Joseph, c'est que lui, il est l'interprète, un petit peu la caution quand même, et le support de tout ça. Mais attention, avec lui, il ne faut pas non plus franchir la ligne rouge. Le nombre de personnes qui sont revendiquées de Foccart et qu'il a désavouées parce qu'ils ne venaient pas de chez lui, d'où les questions de confiance, sont légion en Afrique dans les années 60. C'est ce qu'on appelle des escrocs au renseignement dans le jargon. Les réseaux Foccart, qui, comme Foccart le dit, alors c'est à la fin de sa vie, il dit les réseaux Foccart n'existent pas. Alors entendons-nous sur le terme, les réseaux Foccart n'existent pas de fait, au sens où on définit un réseau, c'est-à-dire des cellules clandestines avec des noms de code, une organisation avec un objectif, un calendrier politique, etc. En revanche, on a fait exprès de garder ce mot réseau parce que Foccart lui-même, dans l'interview qu'il donne à la fin de sa vie à France 2, dit « ce ne sont pas des réseaux, mais on peut appeler ça des réseaux, parce que c'est des relations interpersonnelles ». En fait, c'est la sédimentation de toutes ces relations interpersonnelles, avec des fragments générationnels, la DGSE pour la partie 30-40 ans de sa vie, etc., etc. Alors ici, on n'a pas accès à Internet, mais on a essayé, selon un principe géographique, ici c'est confus, mais c'est pour vous donner, avec un graphe de données, de voir en fait, on a fait un exercice simple, Foccart au centre, la première couronne composée des chefs d'État africains, et la troisième couronne composée des conseillers des chefs d'État africains. Et en fonction du volume de correspondance directe avérée avec Foccart, essayez de voir si ces conseillers étaient
les conseillers des présidents, les conseillers de Focard, les conseillers des deux à la fois. Et on s'aperçoit à partir de là que c'est pour ça que je vous disais au début que Focard n'est pas un homme de système, toutes les structures, tous les calques du haut vers le bas ne fonctionnent pas pour décrire, c'est pas un organigramme, ça ne fonctionne pas pour décrire tout ça, c'est fluide. Au bout de quelques années, quand Focard a quitté l'Élysée, il est sûr que la fidélité de certains conseillers mis en place dans les années 60 va glisser intégralement entre les mains d'Houphouët, de Bongo, du chef d'État, auprès desquels il continue de mener leur politique qui s'est petit à petit séparée de la politique de la France et d'autres intermédiaires interviendront et ainsi de suite. Il n'en reste pas moins, ce sera le dernier propos, que Focard a constitué un instant clé pour le rendez-vous politique, la décolonisation dont il est chargé d'assurer la sécurité avec l'érection du précaré en pleine guerre froide. Rendez-vous enfin parce que c'est une génération issue de la Seconde Guerre mondiale qui se jette, notamment en Afrique, dans la guerre froide avec certaines pratiques, c'est ce qu'on appelle un ethos, certains comportements, et c'est ça qui est extrêmement dur pour l'historien, parvenir au-delà de la restitution des faits à comprendre comment tout ça prend chair humaine et comment tout ça s'organise de manière moins manichéenne qu'il n'y paraît, mais toujours dans l'ombre. Je vous remercie.